Après la prise d'assaut du Capitole avec une décision inédite, le réseau social Twitter a décidé de fermer le compte officiel de Donald Trump. Faut-il rappeler qu'il s'agit de son principal outil de communication depuis son élection avec ses 88 millions d'abonnés. Une décision unilatérale qui interroge, et pas seulement du côté de ses partisans. Loïc Delamornay, Ariel Monange. Ces messages, souvent en lettres capitales, ont fait trembler la planète, courir les médias, indigner ses opposants et galvaniser ses électeurs. C'est fini. Le compte Twitter de Donald Trump est suspendu de manière permanente. C'est cette lettre des employés de Twitter à leur patron Jack Dorsey qui a fini d'enfoncer le clou. Malgré nos efforts pour servir le débat public en tant que mégaphone de Donald Trump, nous avons aidé à nourrir les dramatiques événements du 6 janvier. Nous devons apprendre de nos erreurs. Les décisions que nous devons prendre cette semaine cimenteront notre place dans l'histoire, pour le meilleur ou pour le pire. Dès hier soir, Donald Trump a tenté de contourner la suspension de son compte personnel en utilisant celui de la Maison-Blanche. Twitter est allé encore plus loin dans son musellement de la liberté d'expression et ce soir, les employés de Twitter ont coordonné avec les démocrates et la gauche radicale le retrait de mon compte. Mais Twitter a aussitôt effacé ces messages litigieux. Même s'il y avait eu des avertissements ces derniers mois, certains analystes reprochent au réseau social d'avoir longtemps été hypocrite. Twitter a beaucoup attendu et ça arrive en fin de règne. Twitter a préféré laisser s'écouler le mandat de Donald Trump avant de prendre des décisions aussi lourdes. Facebook et YouTube ont supprimé des comptes trumpistes. Google et Apple retirent le réseau Parler où se sont réfugiés beaucoup de nationalistes. Mais est-ce le rôle de ces réseaux sociaux, sur la seule légitimité de leurs conditions d'utilisateurs, de déterminer le bien et le mal ou la justice politique? Il y a une complète irresponsabilité de ces réseaux sociaux. Ils ne sont responsables devant personne. Aujourd'hui, vous prenez Facebook, vous avez plus de 3,5 milliards d'utilisateurs de Facebook. Qui prend la décision aujourd'hui à Facebook? Une seule personne, c'est Mark Zuckerberg. Beaucoup d'analystes rappellent que l'histoire des médias sociaux est jeune, une vingtaine d'années tout au plus. Ils pensent que le précédent Donald Trump leur permettra de faire leur mue vers plus de maturité, de réflexion et peut-être d'encadrement. On évoquait tout à l'heure le réseau social Twitter devenu une arme politique pour le meilleur et pour le pire. Ouvrons ce soir notre page consacrée à l'importance qu'ont pris nos écrans dans nos vies, cette connexion qui pour certains conduit à l'enfermement et même à l'emprise. Premier chapitre, les Français et leur écran en quelques chiffres. C'est le data de ce soir. Florence Griffon, Aurélien Bonny. Nous passons de plus en plus de temps devant les écrans. 4h30 par jour en moyenne, soit 8 minutes de plus qu'en 2018. À la maison, le téléviseur reste l'écran le plus répandu. Vient ensuite l'ordinateur. Le smartphone se place en 3e position. Son usage explose. 82% des Français qui possèdent un smartphone l'utilisent quotidiennement, alors qu'ils sont 47% à utiliser un ordinateur chaque jour. Notre utilisation des écrans est-elle problématique? 7 Français sur 10 affirment qu'ils ne pourraient pas se passer de leur objet connecté plus d'une journée. Et c'est exactement la même proportion, 7 Français sur 10, qui jugent qu'il serait bon de prendre un peu de distance avec les écrans. Quel est le poids des réseaux sociaux? 6 Français sur 10 les utilisent. Facebook, le plus consulté, recueille 28 millions de visites par jour. YouTube, 17 millions. Et Instagram, 11 millions. Des sites qui diffusent des informations dont les internautes se méfient. Seulement 8% des Français disent qu'ils font confiance aux réseaux sociaux pour s'informer. Notre attention captée par les plateformes, les réseaux sociaux, les algorithmes qui guident nos pas. Quel est le réel pouvoir de ce flot d'informations en continu? Avant de retrouver le sociologue Gérald Bronner, nous avons voulu vous entendre sur votre rapport aux écrans, aux réseaux, Parole de Français, avec Audrey Richier, Virgilie Hadot et Maxime Mulot. Regardez. Passionnément, à la folie, pas du tout, modérément. Et vous, les écrans, vous les aimez comment? Leur lumière bleue nous attire, leurs multiples fonctionnalités nous fascinent. Même le plus beau des spectacles s'admire parfois d'abord derrière l'écran, à tel point que certains d'entre nous sont carrément devenus accros. On s'en rend plus du tout compte, on est tout le temps le nez dessus ou quoi, tout le temps un truc à faire. Je vais facilement me prendre une remarque de lâche ton téléphone, etc. C'est souvent. Pendant le confinement, j'ai fait le mois sans téléphone. C'était dur. C'est le même principe que la nicotine. Donc ça devient une drogue, effectivement. Sport, vie professionnelle, sociale, quand tout se joue derrière l'écran, difficile même pour les plus lucides de faire autrement.
Toi, t'en as même 2. C'est vrai. Un pour le travail et un perso. Donc C'est vrai. voilà. On les utilise beaucoup, certainement beaucoup trop. C'est un outil de communication. Surtout depuis qu'il y a le Covid, c'est très utile. J'essaie de faire attention par rapport à mes filles avec tout ce qui est téléphone portable, tablette. Surtout qu'elles sont en bas âge et qu'il y a pas mal d'études qui parlent du fait que les écrans, effectivement, c'est ultra nocif. Même pendant le repas, j'éteins la télé et en fait, voilà. Et quand ils vont tous au lit, je récupère les téléphones. Le téléphone, elle a interdiction d'avoir le téléphone dans la chambre. Limiter, voire bannir, les écrans ont aussi des réfractaires. Après tout, il y a tant d'autres choses à faire. On n'a pas d'écran et là, on se propose de me donner une télé et je crois qu'on va pas la prendre, même gratuite. Pour trouver mon chemin, c'est parfait. Je me mets sur Google Maps, mais en attendant que mon rendez-vous se libère, j'ai bouquiné, j'ai pas passé mon temps sur les écrans. Ça remplace un peu les relations entre les gens. C'est pas terrible, mais on préfère faire du vélo, c'est mieux. Alors en ce mois de janvier, il est encore temps de prendre de bonnes résolutions pour crever l'écran. Alors, pour tenter d'y voir plus clair, l'invité du 20h Week-end avec nous ce soir, le sociologue Gérald Bronner, qui publie Apocalypse cognitive, état des lieux de la prise de pouvoir de ces réseaux sociaux, de ce flux d'informations. D'abord, un mot sur l'actualité. Qu'est-ce que vous pensez de cette censure, finalement, du président des États-Unis par Twitter, de manière unilatérale ? C'est une question très difficile parce qu'effectivement, les réseaux sociaux ont tout à coup hérité d'une responsabilité presque politique qu'ils n'ont pas demandé, mais pourtant qu'ils auraient choix. Et en effet, je crois qu'on a raison de dire que si le compte du président des États-Unis avait été coupé quelques jours plus tôt, on n'aurait pas vu ces scènes sidérantes qu'on a vues avec cette invasion du Capitole, cette pseudo-insurrection menée, par exemple, entre autres, par des conspirationnistes du groupe QAnon, parce que c'est aussi un des enjeux, ce qui se joue sur les réseaux, c'est ce qui s'y diffuse, quel type de propositions intellectuelles on y trouve. Alors, l'inquiétude aussi de notre temps, finalement, et c'est notre temps de cerveau disponible, soit sous le contrôle de ces réseaux sociaux, qu'on se laisse envahir par eux. Ben c'est ça, c'est-à-dire que l'écran, on le voit bien dans le petit reportage que vous avez montré, c'est presque l'arme du crime idéal pour ce cambriolage de notre cerveau, de notre temps d'attention. Mais cependant, ce n'est qu'une fenêtre ouverte en fait sur le marché de l'information. Le plus important, c'est ce qui s'y passe. C'est les rapports de force qui s'y produisent. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'on a produit ces 2 dernières années 90% de l'information qui sont disponibles sur la Terre. En 2005, on avait produit 150 exabits de données, ce qui est considérable. En 2010, on en avait produit 8 fois plus. Ce qui crée une cacophonie, en réalité. Ce qui est très important, c'est de savoir, dans cette cacophonie, qu'est-ce qui va attirer notre attention ? Qu'est-ce qui va attirer notre attention ? Mais certains nous guident pour justement attirer notre attention. D'abord, au départ, ces réseaux sociaux, cette manne d'informations, c'était plutôt une bonne nouvelle. On aurait pu se dire, on va se cultiver, on va s'enrichir. Notre réflexe, il est plutôt émotionnel que culturel ? En tout cas, c'était le grand espoir porté par Internet, par les réseaux sociaux, et que les choses soient claires, je ne voudrais pas revenir en arrière. Je trouve que c'est un outil absolument formidable. Seulement, voilà, il a des effets pervers. Et en effet, on y consacre, là, on voyait 4 heures de temps en France, mais songez qu'aux États-Unis, les gens de 18 ans consacrent 6h40 à leurs écrans. Et en effet, dans la consultation des réseaux sociaux, nous sommes enfermés par les traces numériques que nous laissons nous-mêmes. Et donc, on voit sans cesse des arguments dans lesquels on croit, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On va chercher des informations dans cette masse qui correspondent déjà à nos croyances préalables. Donc, on se croit libre, autonome, vers nos émotions, vers nos pulsions. Il y en a qui vont voir des plages de sable fin, des chiens ou des chats, des recettes de cuisine à longueur de journée. C'est nous qui créons aussi que l'algorithme nous dirige vers cela ? Absolument, c'est les deux. D'ailleurs, l'algorithme vous montre les contenus les plus populaires, mais il vous montre aussi des choses qui ont à voir avec les traces numériques que vous avez laissées dans votre propre histoire. Si vous regardez un site qui vous propose des vidéos, des films, vous verrez bien que ces suggestions, elles ont à voir avec vos goûts. Et donc, peu à peu, dans cet océan d'informations, nous sommes enfermés dans une position d'insularité, en quelque sorte. Et le pire, c'est que certaines émotions, en effet, prennent le pas. Par exemple, la colère, certaines études ont montré, y compris en Chine, sur le Weibo chinois ou aux États-Unis, que les messages les plus facilement partagés sont les messages de colère, d'indignation morale. Songez par exemple qu'en France, tous les 2 jours, sur Twitter, il y a une indignation collective. Alors, le premier jour du confinement, il y a un mot qui a fait un bond. C'est sur Google, sur ce moteur de recherche qu'on connaît tous, c'est le mot complot. Ça indique quoi ? Ça veut dire quoi ? C'était presque une expérience à taille réelle, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on va faire de notre cerveau si tout à coup on a plus de disponibilité ? C'est vrai que le confinement nous a conduit un peu de force à avoir un peu de disponibilité. Et cette période, on l'a tous constaté, a servi en quelque sorte d'incubateur de crédulité. Se sont développés
à un niveau qu'on n'avait encore jamais vu. Les théories du complot autour des vaccins, autour des antennes 5G, rappelez-vous, des controverses autour de l'hydroxychloroquine, bref, une hystérisation de toute forme de débat. La peur, ce n'est pas que ces minorités, les antivax, les complotistes, finalement, prennent le pouvoir sur la majorité de nos démocraties. C'est ça qu'il faut avoir tout à fait en tête. C'est-à-dire que ces flux de crédulité, ces épidémies de crédulité qu'on observe dans le monde numérique, elles sortent du monde numérique, elles s'incarnent dans le monde réel. On a vu ce qui s'est passé au Capitole, je le rappelle, des conspirationnistes, mais tout aussi important, plus grave peut-être, dans une période épidémique, les antivax. Il y a toujours des antivax, si vous voulez, des sentiments anti-vaccins depuis l'origine du vaccin. Mais on atteint, en France en particulier, parce qu'on est numéro 1 mondial de la méfiance sur la vaccination, des taux qui risquent de nous mettre en danger collectivement. Alors, ce ne sont pas les GAFA qui réagiront, mais c'est à nous, finalement, de réagir. Merci Gérald Bronner, c'était passionnant. L'apocalypse cognitive aux éditions Presse Universitaire de France. Merci à vous.